Mes enfants ont convaincu l'avocat de famille que j'étais trop malade pour gérer ma fortune de 15 millions d'euros, alors ils ont changé mon testament sans ma connaissance. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je suis analyste CIA retraité et que je planifiais leur chute depuis 6 mois. La trahison a commencé un jeudi après-midi pluvieux de septembre, quand je suis rentré d'un rendez-vous médical de routine. Le docteur Dubois m'avait référé pour des examens supplémentaires concernant quelques ombres suspectes sur ma radiographie thoracique. Rien de dramatique, juste les précautions habituelles pour un homme de 72 ans qui avait fumé toute sa vie. Mais quand je suis entré dans mon penthouse lyonnais, j'ai trouvé mes enfants, Alexandre et Sophia, en discussion intense avec notre avocat de famille de longue date, Pierre Leroy. La conversation s'est arrêtée brutalement quand ils m'ont vu. Pierre, normalement un homme de précision professionnelle, semblait mal à l'aise. Alexandre, mon fils de 45 ans qui dirigeait l'expansion européenne de mon entreprise technologique, avait l'air coupable. Sophia, ma fille de 42 ans, et directrice du marketing, ne pouvait pas me regarder dans les yeux. « Papa, » dit Alexandre en se levant lentement, « nous devons te parler. » J'ai retiré mes lunettes et me suis frotté les yeux, soudain fatigué par plus que juste la longue journée. « De quoi ?» Pierre s'éclaircit la gage, sa voix normalement ferme, tremblant légèrement. « Vincent, tes enfants ont exprimé des préoccupations concernant tes récentes décisions. » « Quelle décision ?» Sophia s'avança, ses mains serrées en poing. « Papa, tu as essayé de vendre tout notre bureau de Lyon le mois dernier. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tu as contacté 3 agents immobiliers différents. » Je ne me souvenais d'aucun incident de ce genre. Mais ces derniers mois, mes pensées avaient été dispersées par les tests médicaux et les rendez-vous constants chez le docteur. « Je n'ai contacté aucun agent. »« Si, tu l'as fait, » dit Alexandre fermement. « Et ce n'est pas la première fois. Tu as aussi essayé de changer notre banque principale et d'annuler tous nos contrats à long terme. » Pierre ouvrit sa mallette et sortit une pile de documents. « Vincent, j'ai ici des copies d'emails et de transcriptions téléphoniques. Tu as donné des instructions très spécifiques pour des changements drastiques dans tes affaires commerciales et personnelles. » Je fixai les papiers qu'il me tendait. Les emails portaient effectivement ma signature, mais je ne me souvenais pas de les avoir écrits. Les dates remontaient aux 3 derniers mois, une période où mon attention avait principalement porté sur les examens médicaux et les rendez-vous chez le docteur. « Papa, » dit Sophia doucement, « nous pensons que tu devrais voir le docteur Martin. » Le docteur Martin était un homme amable dans sa cinquantaine, avec la manière patiente de quelqu'un qui avait passé sa vie à travailler avec des gens confus et effrayés. Sa pratique à Lyon était chaleureuse et accueillante, remplie d'œuvres art apaisantes et de musique douce. Les tests étaient complets. Évaluation cognitive, exercice de mémoire, examen neurologique. J'ai subi des heures d'évaluation testant ma netteté mentale, ma mémoire à long terme et mes capacités de prise de décision. Vincent, vos résultats de test montrent quelques patterns intéressants. Intéressants comment ? Vos fonctions cognitives sont exceptionnelles pour un homme de votre âge. Votre mémoire à long terme est impeccable, vos compétences analytiques sont aiguisées et vos capacités de résolution de problèmes sont au-dessus de la moyenne. J'ai ressenti une vague de relâchement. Cela veut dire que je n'ai pas de démence ? Basé sur ces tests, je ne vois aucun signe de démence ou d'Alzheimer. Cependant... Cependant, quoi ? Le docteur Martin hésita. Vous montrez des signes de ce que nous pourrions appeler des lacunes mémorielles situationnelles, des problèmes de mémoire à court terme qui peuvent être liés au stress ou au traumatisme. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que votre esprit est sous un stress extraordinaire, ce qui peut causer des épisodes occasionnels d'oubli. Les tests médicaux, l'inquiétude concernant votre santé, peut-être d'autres facteurs de stress dans votre vie, tout cela pourrait contribuer aux problèmes de mémoire que votre famille rapporte. Cela avait du sens. Ces derniers mois avaient été un tourbillon de rendez-vous médicaux, de tests et de peurs constantes de mauvaises nouvelles. Peut-être que le stress avait effectivement affecté mon jugement. Le docteur Martin prescrivit une combinaison de techniques de gestion du stress et de médicaments doux pour améliorer la fonction cognitive. Avec le bon traitement, dit-il, vous devriez voir une amélioration significative. J'ai rapporté les conclusions du docteur Martin à Alexandre et Sophia. Ils semblaient soulagés, mais aussi préoccupés. « Ce sont de bonnes nouvelles concernant la démence, » dit Alexandre, « mais nous devons quand même être prudents avec les décisions importantes jusqu'à ce que tu te sois complètement rétabli. Pierre a suggéré que nous pourrions peut-être établir une procuration temporaire, juste jusqu'à ce que tu sois complètement redevenu toi-même.
Une procuration leur permettrait de prendre des décisions en mon nom. Cela semblait être une précaution raisonnable, étant donné les récents problèmes. « Pour combien de temps ?» demandai-je. « Juste quelques mois, » assura Pierre, « jusqu'à ce que le docteur Martin puisse confirmer que tu es complètement guéri. » J'ai signé les documents de procuration un mardi matin d'octobre. Alexandre et Sophia prendraient conjointement des décisions concernant mes finances et mes affaires commerciales, avec Pierre comme avocat superviseur. « Tu verras, » dit Sophia en m'embrassant, « dans quelques mois, tout sera redevenu normal. » Mais la normalité ne revint jamais. Dans la semaine suivant la signature de la procuration, les choses commençaient à changer dans mon entreprise. Alexandre annonça une initiative d'efficacité qui incluait le licenciement de plusieurs employés de longue date. Sophia lança une campagne de rebranding coûteuse qui abandonnait notre identité de marque éprouvée. « Ce sont des modernisations nécessaires », expliqua Alexandre quand j'exprimais mes préoccupations. « L'entreprise était bloquée dans des vieilles méthodes. » Vieilles méthodes. Les méthodes qui avaient construit Morrow Technologies en une entreprise de 15 millions d'euros. Puis, les changements personnels commencèrent. Mon médecin de famille, le docteur Dubois, appela pour me dire que mon assurance maladie avait été modifiée. Mon conseiller financier m'a contacté concernant un changement majeur dans mon portefeuille d'investissement. Mon comptable avait des questions sur de nouvelles stratégies fiscales qui avaient été mises en œuvre en mon nom. Tout a été approuvé par Alexandre et Sophia, expliqua Pierre quand je les confrontai. Ils utilisent leur procuration pour optimiser tes affaires financières. Mais cela ne semblait pas de l'optimisation, cela semblait une prise de contrôle systématique. Le tournant vint 3 semaines plus tard, quand j'ai entendu par hasard une conversation entre Alexandre et Sophia dans mon bureau. J'étais rentré tôt d'un rendez-vous médical et ne les avais pas informés de mon arrivée. « Le vieil homme ne s'en apercevra jamais », disait Alexandre. « Le docteur Martin a confirmé qu'il souffre de stress. Nous pouvons prétendre que son état s'est dégradé. »« Et Pierre ?» demanda Sophia. « Pierre fait ce qu'on lui dit tant que les factures sont payées. Il pense qu'il aide à protéger la fortune de papa. »« Qu'en est-il du testament ?» La voix d'Alexandre baissa jusqu'à un murmure. « J'ai déjà préparé les documents. Nous dirons que papa l'a changé pendant un de ses moments de clarté. Pierre le certifiera comme valide. » Mon sang se glaça. Il ne planifiait pas seulement de prendre le contrôle de mon entreprise, il planifiait de changer mon testament. Je me suis faufilé hors du bâtiment et suis rentré chez moi, mon esprit battant de peur et de colère. Mes propres enfants, les personnes à qui j'avais donné la vie, que j'avais élevées et éduquées, planifiaient de me trahir. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient oublié ce que je faisais avant ma carrière commerciale. Pendant 25 ans, j'avais travaillé comme analyste CIA, spécialisé dans le contre-espionnage et la détection de trahison. J'avais aidé des gens à planifier et exécuter des opérations complexes et long terme. Alexandre et Sophia pensaient qu'ils manipulaient un vieil homme confus. En réalité, ils avaient réveillé un espion retraité qui était très contrarié par leur plan. Ce soir-là, j'ai commencé ma propre enquête. D'abord, j'ai examiné les emails et documents que Pierre avait présentés comme preuve de mes décisions confuses. En utilisant les compétences forensiques numériques que j'avais apprises pendant mon temps à la CIA, j'ai creusé dans les métadonnées des documents. Ce que j'ai trouvé confirma mes pires craintes. Les emails avaient été envoyés depuis l'ordinateur d'Alexandre, pas le mien. Les horodatages montraient qu'ils avaient été créés à des moments où j'étais à des rendez-vous médicaux. Les signatures numériques étaient des contrefaçons, créées avec un logiciel auquel Alexandre avait accès, grâce à son rôle dans l'entreprise technologique. Mes enfants avaient monté une opération de fraude, élaborée pour me faire paraître incompétent. Mais ce n'était que le début de leur tromperie. D'autres recherches révélèrent l'étendue véritable de leur plan. Alexandre avait négocié un contrat avec un conglomérat technologique allemand pour vendre Morrow Technologies, bien en dessous de la valeur marchande, mais avec des pots de vin personnels pour lui. Sophia avait signé des contrats de marque qui transféraient les droits de propriété intellectuelle de l'entreprise à des tiers à des prix dérisoires. Ils détruisaient systématiquement l'entreprise que j'avais construite, vendant les pièces pour un gain personnel. Les changements de testament planifiés étaient encore plus scandaleux. Au lieu de diviser ma fortune également,
Entre mes enfants et plusieurs organisations caritatives, comme le prévoyait mon testament actuel, le Nouveau Testament ferait tout aller à Alexandre et Sophia. Les organisations caritatives que j'avais soutenues pendant des décennies ne recevraient rien. Mais l'aspect le plus choquant de leur plan concernait Pierre Leroy lui-même. Mon avocat de famille de confiance n'était pas seulement un participant volontaire, il était un conspirateur actif. Au cours des 6 derniers mois, Pierre avait secrètement ouvert des lignes de crédit contre ma fortune et détourné l'argent vers des comptes contrôlés par Alexandre et Sophia. Il avait forgé ma signature sur des dizaines de documents financiers et créé des structures légales complexes qui transféraient ma richesse sous leur contrôle. Pierre avait trahi sa responsabilité professionnelle, sa confiance et notre amitié de 20 ans pour une part de la fortune qu'il était censé m'aider à protéger. Quand je compris l'étendue complète de leur trahison, je ressentis une colère froide et calculatrice que je n'avais pas ressentie depuis mes jours à la CIA. Ce n'étaient pas des crimes d'opportunité impulsifs, c'était une opération sophistiquée à long terme, conçue pour me détruire et voler tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mais ils avaient oublié que j'étais un expert dans la lutte contre exactement ce type d'opération. Ce soir-là, j'ai commencé à planifier leur opération. La première phase impliquait la préservation des preuves. En utilisant des méthodes que j'avais apprises pendant ma carrière du renseignement, j'ai installé des dispositifs de surveillance discrète dans mon bureau, ma maison et partout ailleurs où Alexandre et Sophia pourraient avoir des conversations privées. J'ai mis en place une surveillance email qui copiait toute leur correspondance commerciale vers un compte sécurisé auquel ils n'avaient pas accès. En une semaine, je rassemblais des preuves audio claires de leur conspiration criminelle. La deuxième phase impliquait la forensique financière. J'ai tracé chaque euro qui avait été déplacé de mes comptes, documenté chaque signature forgée et cartographié le réseau complexe d'entreprises fictives et de comptes offshore qu'ils avaient créés pour cacher leurs fonds volés. La troisième phase était la plus délicate. Je devais laisser leur opération continuer pendant que je rassemblais des preuves sans les alerter que j'étais au courant de leur plan. Cela signifiait continuer à jouer le père confus et oublieux pendant que je documentais secrètement chacun de leurs mouvements. C'était une masterclass en surveillance secrète, et je découvris que le travail m'avait manqué après toutes ces années. En un mois, j'avais rassemblé suffisamment de preuves pour poursuivre Alexandre, Sophia et Pierre pour plusieurs crimes: fraude, contrefaçon, détournement de fonds et conspiration. Mais je voulais plus qu'une simple poursuite. Je voulais une humiliation complète et publique. Cela signifiait les laisser continuer leur opération jusqu'à son achèvement avant de frapper. Le jour vint en décembre, quand Pierre me demanda de signer le Nouveau Testament. « Vincent, je pense qu'il est temps de mettre à jour ta planification successorale. Tes enfants ont fait d'excellentes suggestions. » Alexandre et Sophia étaient présents, tous deux portant des expressions sérieuses de préoccupation familiale appropriée. « Quel changement ?» demandai-je, jouant mon rôle de patient confus. « Eh bien, dit Pierre avec la voix bienveillante qu'il avait perfectionnée, considérant les changements récents dans ta santé et ta clarté mentale, nous pensons qu'il serait préférable de consolider la fortune. Plutôt que de la diviser entre plusieurs organisations caritatives, tout irait à Alexandre et Sophia, qui peuvent s'assurer que tes vraies intentions sont respectées. » Tes vraies intentions. La phrase que les voleurs utilisent quand ils prétendent savoir ce que tu veux vraiment, mieux que toi-même. Cela semble raisonnable, dis-je, en m'asseyant au massif bureau en acajou de pierre. Pierre étala les documents, chaque page un chef-d'œuvre de contrefaçon légale. Le Nouveau Testament laissait toute ma fortune de 15 millions d'euros à mes enfants, incluant Morrow Technologies, mes biens immobiliers et tous les investissements. « Signez ici, » dit Pierre, pointant vers plusieurs endroits marqués d'un X. Je pris le stylo et fis une pause, comme si je réfléchissais aux implications. « C'est un grand pas ?»« C'est le bon pas, » assura Sophia. « Tu peux faire confiance que nous protégerons tes intérêts. » J'ai signé le testament avec mon nom complet, Vincent Morrow. Puis Alexandre et Sophia ont signé comme témoins,
et Pierre a notarié le document avec son sceau officiel. « Voilà », dit Pierre avec un sourire satisfait. « Tout est maintenant en ordre. » Tout était effectivement en ordre, mais pas comme il l'avait imaginé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais enregistré toute la réunion. Des caméras et des microphones installés avec mon équipement CIA avaient capturé chaque moment de leur performance frauduleuse. Plus important encore, le testament que j'avais signé n'était pas le testament qu'ils avaient créé. La nuit précédente, j'avais pénétré par effraction dans le bureau de Pierre, une compétence qu'on apprend en tant qu'agent CIA et qu'on n'oublie jamais. Et j'avais remplacé leurs documents frauduleux par les miens. Les documents que j'avais signés ressemblaient à leur testament frauduleux, mais en réalité, c'était une copie de mon testament originel et légitime. Alexandre, Sophia et Pierre venaient de mener une cérémonie parfaitement légale confirmant mon testament originel pendant qu'ils pensaient mener une conspiration criminelle. Mais ce n'était que la première étape de ma vengeance. Le jour après avoir signé le Nouveau Testament, j'ai appelé l'inspecteur Jean Dubois, de la police de Lyon. L'inspecteur Dubois, aucun lien avec mon médecin malgré le nom partagé, était un spécialiste des crimes financiers que j'avais rencontré grâce à mon travail de conseiller en sécurité après la retraite. « Inspecteur Dubois, dis-je, j'ai des preuves d'une conspiration financière complexe impliquant fraude, contrefaçon et détournement de fonds. De quelle ampleur parlons-nous ? 15 millions d'euros et 3 conspirateurs. » Il y eut une pause. « Vincent, je pense que nous devrions nous rencontrer. » Nous nous sommes rencontrés dans un café discret loin du centre de Lyon. J'ai apporté 3 mallettes, une avec des preuves audio, une avec des documents financiers et une avec des enregistrements vidéo de leur réunion de conspirateurs. L'inspecteur Dubois a parcouru les preuves méthodiquement, ses yeux s'élargissant à chaque page. « C'est extraordinaire, » dit-il finalement. « Depuis combien de temps cela dure-t-il ? » « Environ 6 mois. Pour la conspiration active, mais la planification remonte probablement à plus d'1 an. » « Et tu as rassemblé toutes ces preuves seul ?» Je souris. « Les vieilles habitudes ont la vie dure ?» L'inspecteur Dubois contacta le procureur et en 1 semaine, des mandats de perquisition furent émis. Mais je leur demandai d'attendre avant de frapper. « Je veux qu'ils complètent leur opération, » expliquai-je. « Laisse-les penser qu'ils ont gagné. Cela rendra les preuves plus fortes et l'impact public plus grand. » Le procureur accepta, principalement parce que les preuves étaient si accablantes qu'il n'y avait pas de raison de se précipiter. Pendant ce temps, Alexandre et Sophia exécutaient leur plan. Ils commencèrent à démanteler Morrow Technologies, vendant des divisions et des actifs à leurs acheteurs préarrangés. Ils transféraient des millions d'euros de mes comptes vers les leurs. Ils licenciaient des employés loyaux et les remplacèrent par leurs propres sbires. Pierre Vaïta travaillait à liquider mes autres actifs, biens immobiliers, investissements, même des objets personnels de valeur sentimentale. Il pensait qu'il menait la prise de contrôle parfaite. En réalité, il menait l'autodestruction parfaite. Chaque transaction était monitorée et enregistrée. Chaque euro volé était tracé. Chaque acte criminel était documenté. Chaque jour, il rassemblait plus de preuves contre eux-mêmes. Le jour du règlement des comptes, 23 mois plus tard, par un matin froid de février. Alexandre m'appela, sa voix pleine d'excitation feinte. « Papa, nous avons des nouvelles fantastiques. Nous avons trouvé un acheteur pour Morrow Technologies. C'est une opportunité formidable. » « À quel point formidable ? 8 millions d'euros. C'est moins que ce que tu aurais peut-être espéré, mais étant donné les conditions actuelles du marché, c'est un prix juste. 8 millions d'euros pour une entreprise qui valait 15 millions. Un prix juste quand on considère les pots de vin personnels qu'Alexandre recevrait. Cela semble raisonnable. Formidable. Pierre a préparé tous les papiers. Peux-tu venir à son bureau cet après-midi pour signer les documents de vente ? Bien sûr. Quand j'ai raccroché, j'ai appelé l'inspecteur Dubois. Il est temps. À 14 heures, je suis entré dans le bureau de Pierre pour ce que mes enfants pensaient être la cérémonie de signature finale. Alexandre et Sophia étaient déjà là, tous deux rayonnant de la satisfaction d'un coup presque accompli. Pierre avait étalé les documents de vente sur son bureau, chacun soigneusement marqué d'onglets pour ma signature. « Vincent, » dit Pierre chaleureusement, « c'est un jour passionnant, l'aboutissement de tout le travail acharné. »
Travail acharné. Comme si le vol et la fraude étaient un travail honnête. Je me suis assis au bureau et j'ai levé le stylo. Avant de signer, dis-je, j'ai une question. Bien sûr, dit Alexandre, tout ce que tu as besoin de savoir. Je veux savoir ce que ça fait de trahir votre propre père. Le bureau devint silencieux. Le sourire de Pierre se figea. Alexandre et Sophia échangèrent des regards. « Papa, dit Sophia prudemment, de quoi parles-tu ? » « Je parle de la conspiration de 6 mois que vous avez menée pour voler ma fortune. Je parle des emails forgés, des documents frauduleux et du faux récit médical que vous avez créé pour me faire paraître incompétent. » Pierre se leva lentement, ses mains sur le bureau. « Vincent, je pense que tu pourrais être confus. » « Je ne suis pas confus, Pierre. Je suis parfaitement clair sur ce que vous avez fait, vous tous. » Je sortis un petit enregistreur de ma poche et jouai la voix d'Alexandre. Le vieil homme ne s'en apercevra jamais. Le docteur Martin a confirmé qu'il souffre de stress. Nous pouvons prétendre que son état s'est dégradé. Le visage d'Alexandre devint blanc. J'ai des heures de conversation comme celle-ci. J'ai des preuves financières de chaque euro que vous avez volé. J'ai des enregistrements vidéo de vos réunions de planification. Et j'ai des témoins qui sont prêts à témoigner de votre conspiration criminelle. Alexandre fut le premier à récupérer. « Papa, même si ce que tu dis est vrai, qui va te croire ? Tu as été diagnostiqué avec des problèmes de mémoire. Le docteur Martin a documenté ton état. » Le docteur Martin a documenté mon stress, pas mon incompétence. Et même si c'était le cas, les preuves parlent d'elles-mêmes. Je me levai et marchai vers la porte du bureau. Oh, et une chose de plus. Je l'ouvris pour révéler l'inspecteur Dubois et 2 autres officiers de police. Alexandre Moreau, Sophia Moreau et Pierre Leroy, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, contrefaçon, détournement de fonds et conspiration. Les expressions sur leur visage valaient tous les mois de planification que j'avais investis. Le choc, l'incrédulité et enfin la peur alors qu'ils réalisaient l'étendue complète de leur situation. « Comment ?» murmura Sophia. « Vous avez oublié que votre père était un analyste de la CIA ? Vous avez essayé de tromper quelqu'un qui était un expert dans la détection de la tromperie. » Alors qu'ils étaient emmenés, Alexandre se tourna une fois de plus vers moi. « Papa, s'il te plaît, nous sommes ta famille. La famille ne vole pas, la famille ne ment pas, et la famille ne trahit certainement pas. » Les procès qui suivirent furent une sensation dans les médias lyonnais. L'histoire d'un homme de 72 ans qui avait déjoué une conspiration élaborée menée par ses propres enfants captiva l'attention du public. Alexandre fut condamné à 8 ans de prison pour son rôle de leader dans la conspiration. Sophia reçut 6 ans. Pierre, en tant qu'officier de cour qui avait violé sa confiance fiduciaire, reçut 10 ans. Mais les conséquences légales n'étaient que le début de leur punition. Moreau Technologies, une fois démantelée, fut reconstruite sous ma direction. Je licenciai tous les collaborateurs qu'ils avaient embauchés et redemandai les employés loyaux qu'ils avaient renvoyés. L'entreprise émergea plus forte que jamais, sa réputation améliorée par l'histoire de sa récupération dramatique. Mes actifs personnels, tous récupérés grâce aux preuves que j'avais rassemblées, furent réorganisés dans une structure qui rendrait impossible toute tentative future de manipulation. Et mon testament ? Il resta exactement comme il l'avait toujours été, divisant ma fortune entre organisations caritatives légitimes et ma nièce Marie, la seule membre de la famille qui n'avait jamais essayé de me trahir. 3 ans plus tard, je reçus une lettre de prison d'Alexandre. « Papa, écrivait-il, je sais que tu ne veux probablement pas entendre de mes nouvelles, mais j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant l'énormité de ce que nous avons fait. La prison m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir, et je vois maintenant que nous étions aveuglés par l'avidité et l'arrogance. » La lettre continua pendant 3 pages, détaillant ses regrets et ses remords. Il ne demandait pas de pardon ou d'aide financière, il voulait simplement que je sache qu'il comprenait la profondeur de sa trahison. Sophia écrivit une lettre similaire, plus courte, mais tout aussi remplie de remords authentiques. Elle aussi reconnaissait qu'ils avaient détruit non seulement ma confiance,
mais aussi l'héritage familial qu'ils étaient censés préserver. Je ne répondis à aucune des lettres. Certaines trahisons sont trop profondes pour le pardon, et certaines leçons arrivent trop tard pour changer les conséquences. Mais il y avait une lettre à laquelle je répondis, celle de Pierre. « Vincent, écrivait-il, je sais qu'il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. J'ai violé chaque principe professionnel et personnel que je prétendais défendre. Je ne demande pas le pardon parce que je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que ta vengeance était parfaitement justifiée. » À cette lettre, je répondis avec une simple phrase. « La justice n'est pas de la vengeance, Pierre, c'est l'équilibre. » 5 ans après leur arrestation, Alexandre et Sophia furent libérés en liberté conditionnelle. Ils avaient tous deux trouvé du travail dans des emplois modestes. Alexandre comme analyste informatique junior, Sophia comme assistante marketing dans une petite agence. Leur rêve de richesse et de pouvoir s'était évanoui dans les couloirs de la prison. Nous n'avons jamais repris contact. Ils ont vécu leur vie diminuée dans l'ombre de leurs crimes, et j'ai vécu la mienne avec la satisfaction de savoir que la justice avait été rendue. Pierre ne survécut pas à sa peine. Il mourut en prison d'une crise cardiaque à l'âge de 68 ans, emportant avec lui les derniers vestiges de notre amitié de 20 ans. À 77 ans maintenant, je dirige toujours Moro Technologies, bien que j'ai commencé à former une nouvelle génération de leaders, des employés loyaux qui ont prouvé leur intégrité au cours des années. L'entreprise vaut maintenant plus de 20 millions d'euros, rebâtie sur les fondations de confiance et d'honnêteté que mes enfants avaient essayé de détruire. Mon testament demeure inchangé, ma fortune destinée à des causes qui feront la différence dans le monde, plutôt qu'à des enfants qui avaient prouvé qu'ils ne méritaient pas l'héritage qu'ils convoitaient. L'histoire de ma trahison et de ma vengeance est devenue légendaire dans les cercles d'affaires lyonnais. Un conte d'avertissement sur ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un en raison de son âge ou de sa santé perçue. Mais pour moi, c'était plus qu'une histoire de vengeance. C'était une démonstration que l'expérience, la patience et les bonnes compétences peuvent triompher même des trahisons les plus sophistiquées. Mes enfants avaient pensé qu'ils manipulaient un vieil homme malade et confus. Au lieu de cela, ils avaient éveillé un analyste CIA retraité qui avait consacré sa vie à détecter et défaire exactement le type de conspiration qu'ils avaient montée. L'ironie était parfaite. Ils avaient utilisé ma carrière d'espion pour justifier ma prétendue paranoïa et confusion, sans jamais réaliser que cette même carrière m'avait donné tous les outils dont j'avais besoin pour les détruire. La dernière phase de mon plan ne fut pas la destruction de mes enfants, mais la reconstruction de mon héritage. Moro Technologies devint un modèle d'éthique d'affaires et ma fondation caritative, financée par mon éventuelle succession, aide maintenant des centaines de familles chaque année. Alexandre et Sophia avaient voulu hériter d'une fortune. Au lieu de cela, ils avaient créé une fondation qui ferait plus de bien dans le monde qu'ils ne l'avaient jamais rêvé. C'était peut-être la plus douce vengeance de toutes. Transformer leur gridité en charité, leur trahison en confiance renouvelée, leur héritage brisé en quelque chose de plus précieux qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Au final, ils m'avaient rendu un service. En essayant de me voler, ils m'avaient rappelé qui j'étais vraiment. Non pas un vieil homme vulnérable, mais un stratège expérimenté, avec les compétences et la patience pour planifier la vengeance parfaite. Et la vengeance parfaite, comme je l'avais appris pendant mes années de service, n'est pas seulement la destruction de ses ennemis. C'est la transformation de leur échec en quelque chose de meilleur qu'ils n'auraient jamais pu créer eux-mêmes. Mes enfants avaient convaincu l'avocat de famille que j'étais trop malade pour gérer ma fortune de 15 millions d'euros, alors ils avaient changé mon testament sans ma connaissance. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je suis analyste CIA retraité et que je planifiais leur chute depuis 6 mois. Ils apprirent trop tard que certains vieux hommes se souviennent exactement de comment se battre et ont les compétences pour s'assurer que la bataille compte vraiment. Le plus ironique de tout, c'est qu'en essayant de voler mon héritage, ils avaient créé un héritage beaucoup plus grand et plus durable qu'ils n'auraient jamais pu l'être eux-mêmes. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser les actions de vos ennemis créer quelque chose de plus beau que tout ce qu'ils auraient pu détruire. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas avec les arrestations. En fait,
Ce n'était que le début de la vraie vengeance que j'avais planifiée. Vous voyez, faire arrêter mes enfants et Pierre était la partie évidente, la justice que tout le monde attendait. Mais un analyste CIA apprend à penser en termes de conséquences à long terme, d'opérations qui continuent de porter leurs fruits des années après leur mise en œuvre. Ma vraie vengeance était beaucoup plus sophistiquée que de simples poursuites criminelles. Le lendemain des arrestations, je convoquai une réunion d'urgence avec tous les employés de Morrow Technologies. La salle de conférence principale était bondée, l'atmosphère chargée d'incertitude et de peur. Ces gens avaient vu leurs dirigeants emmenés en menottes et ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. « Mes amis, commençai-je, debout à l'avant de la salle. Je sais que vous avez beaucoup de questions sur ce qui s'est passé hier. Je suis ici pour vous donner des réponses. » Je leur expliquai la vérité complète, comment mes propres enfants avaient conspiré pour voler l'entreprise, comment ils avaient planifié de la démanteler pour un profit personnel et comment j'avais découvert et documenté leurs crimes. « Mais voici ce qui va se passer maintenant, continuai-je. Morrow Technologies ne va pas seulement survivre à cette trahison, elle va prospérer comme jamais auparavant. J'annonçai mon nouveau plan. L'entreprise serait restructurée comme une coopérative des employés. Chaque personne qui avait travaillé loyalement pour l'entreprise recevrait de parts, et les bénéfices seraient partagés équitablement. Ceux qui avaient été licenciés par Alexandre et Sophia seraient réintégrés avec des excuses complètes et une compensation pour leur traitement injuste. Cette entreprise a été construite sur la confiance et l'innovation. Elle continuera à être dirigée par ces mêmes principes. La réaction fut électrisante. Des applaudissements éclatèrent dans la salle, certaines personnes pleuraient de soulagement et de joie. Marie Dubois, notre directrice technique senior, qui avait été licenciée par Alexandre, se leva avec des larmes dans les yeux. « Monsieur Morrow, nous avons toujours su que vous étiez différent. Maintenant, nous savons pourquoi. » La restructuration prit 6 mois, mais les résultats dépassèrent même mes attentes les plus optimistes. Les employés, maintenant propriétaires partiels de l'entreprise, travailler n'est qu'une passion et un dévouement renouvelé. L'innovation explosa, la productivité monta en flèche et notre réputation dans l'industrie technologique devint légendaire. Mais ce n'était que le début de ma stratégie à long terme. Pendant que mes enfants attendaient leur procès en prison, je commençais la deuxième phase de ma vengeance, l'exposition complète de leurs crimes et de leur caractère. J'organisais une série d'interviews avec les médias français les plus respectés. L'histoire d'un homme de 72 ans qui avait utilisé ses compétences d'espion retraité pour déjouer une conspiration familiale captiva l'imagination du public. Le plus douloureux, dis-je à la journaliste Isabelle Laurent du Figaro, n'était pas qu'ils essayaient de voler mon argent, c'était qu'ils étaient prêts à me convaincre que je perdais la raison pour le faire. L'interview fut diffusée en première page avec des photos d'Alexandre et Sophia menottées à côté de l'image de moi dans mon bureau, entourés des preuves de leur trahison. Mais l'élément le plus dévastateur de l'exposition publique vint de sources inattendues, leurs propres associés criminels. Vous voyez, Alexandre et Sophia n'avaient pas agi seuls dans leur plan pour démanteler Morrow Technologies. Ils avaient des complices dans d'autres entreprises. Des gens qui avaient accepté d'acheter nos actifs à prix réduit en échange de pots de vin. Quand les enquêteurs fouillèrent dans les affaires de mes enfants, ils découvrirent un réseau de corruption qui s'étendait à travers plusieurs industries lyonnaises. Les arrestations d'Alexandre et Sophia déclenchèrent une enquête plus large qui finit par impliquer 15 autres personnes dans diverses entreprises. Le scandale Morrow, comme les médias l'appelèrent, devint la plus grande affaire de corruption d'entreprise de l'histoire de Lyon. Et au centre de tout cela étaient mes enfants, maintenant non seulement connus comme des voleurs familiaux, mais comme les cerveaux d'un réseau criminel plus large. Leurs réputations furent détruites au-delà de toute réparation possible. Leurs anciens amis les évitèrent, leurs collègues les dénoncèrent publiquement, et leurs perspectives d'avenir furent anéanties. Mais même cela n'était pas la fin de ma vengeance. La troisième phase impliquait leurs finances personnelles. Ce qui en restait après que les autorités eurent saisi la plupart de leurs actifs comme produits du crime. En utilisant mes contacts dans l'industrie financière, je m'assurai que leurs noms furent ajoutés à toutes les listes noires de crédit pertinentes. Pas illégalement, tout fut fait dans les limites de la loi.
Mais quand on a de l'expérience en renseignement et des décennies de contacts dans le monde des affaires, il existe des moyens légaux de s'assurer que certaines personnes trouvent la vie financière très difficile. Alexandre et Sophia découvrirent qu'ils ne pouvaient obtenir de prêts, de cartes de crédit ou même louer des appartements décents. Leurs comptes bancaires étaient constamment surveillés pour d'éventuelles irrégularités. Leurs déclarations fiscales étaient auditées chaque année. Ce n'était pas de la persécution, c'était simplement l'attention supplémentaire que reçoivent naturellement les personnes connues pour la fraude financière. Mais cette attention rendit leur vie post-prison considérablement plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. La 4e phase de ma vengeance était peut-être la plus créative. Je transformais leur trahison en un cas d'étude. Avec l'aide de professeurs de plusieurs universités d'affaires françaises, je développais un cours complet sur la détection et la prévention de la fraude d'entreprises familiales, basé exactement sur ce que Alexandre et Sophia avaient fait. Le cours utilisait des enregistrements audio réels de leurs conversations conspiratrices, avec permission légale, des copies de leurs documents falsifiés et des analyses détaillées de leurs méthodes. Les étudiants en commerce apprenaient à reconnaître les signaux d'alerte de ce type de fraude en étudiant mes propres enfants comme des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. L'ironie, dis-je aux étudiants lors d'une conférence invitée à HEC Lyon, c'est qu'ils sont maintenant utilisés pour enseigner à la prochaine génération de dirigeants entreprises comment éviter exactement le type de comportement qu'ils ont affiché. Le cours devint le plus populaire de l'université et l'histoire se répandit dans d'autres institutions académiques à travers l'Europe. Alexandre et Sophia étaient maintenant connus dans les cercles d'éducation commerciale, non pas comme des innovateurs ou des leaders, mais comme des exemples parfaits de la manière dont la cupidité familiale peut détruire des générations de travail acharné. Mais la 5e phase de ma vengeance fut la plus personnellement satisfaisante. Je réécrivis complètement l'histoire de notre famille. Vous voyez, pendant des années, Alexandre et Sophia s'étaient présentés comme mes successeurs naturels, les héritiers d'un empire technologique qu'ils aideraient à faire croître et prospérer. Ils avaient cultivé des relations dans l'industrie basées sur cette identité, construit leur propre réputation sur l'hypothèse qu'ils hériteraient un jour de Morrow Technologies. Maintenant, je m'assurais que tout le monde dans notre industrie comprenait la vraie histoire. Je commissionnais un livre sur l'histoire de Morrow Technologies, écrit par un journaliste d'affaires respecté nommé Philippe Marchand. Le livre, intitulé « Construit sur la confiance, l'histoire de Morrow Technologies », racontait toute l'histoire de l'entreprise depuis ses humbles débuts jusqu'à sa transformation en coopérative d'employés. Un chapitre entier était consacré à « La Grande Trahison », un récit détaillé de la façon dont mes propres enfants avaient essayé de détruire l'entreprise que j'avais construite et comment la loyauté des employés avait finalement triomphé de la cupidité familiale. Le livre devint un best-seller dans les cercles d'affaires français et fut traduit en plusieurs langues. Il cimenta ma réputation comme un leader d'entreprise visionnaire qui avait transformé une crise personnelle en triomphe organisationnel. Plus important, il effaça Alexandre et Sophia de l'histoire positive de Morrow Technologies. Ils étaient maintenant pour toujours associés uniquement à sa période la plus sombre, leur nom servant d'avertissement sur ce qui arrive quand la famille privilégie l'avidité plutôt que l'intégrité. Pendant ce temps, leur procès progressait à travers le système judiciaire français avec l'efficacité impitoyable de la bureaucratie. Le procès d'Alexandre fut le premier. Assis dans la galerie, je regardais mon fils aîné faire face aux conséquences de ses choix. Il avait perdu du poids en prison, ses cheveux avaient grisonné, et ses yeux portaient l'aspect creux de quelqu'un qui avait perdu tout espoir. Son avocat, maître Blanchard, essaya de plaider les circonstances atténuantes. « Mon client, argumenta-t-il, a fait des erreurs sous une pression financière extrême. Il n'était pas le cerveau de cette opération, mais plutôt une victime des circonstances. » Mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements que j'avais faits révélaient Alexandre comme le planificateur principal, celui qui avait recruté Sophia et corrompu Pierre. Sa voix, claire et non ambiguë, détaillait chaque aspect de leur conspiration. Le procureur, Madame Rousseau, fut implacable. « L'accusé, dit-elle, n'a pas seulement trahi son père. Il a trahi chaque employé de Morrow Technologies, chaque client qui faisait confiance à l'entreprise et chaque principe d'intégrité commerciale. » Quand vint le moment pour Alexandre de parler en son nom,
Il me regarda directement pour la première fois depuis son arrestation. « Papa, dit-il, sa voix se brisant, je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire pour racheter ce que j'ai fait. J'ai détruit notre famille, trahi ta confiance et déshonoré tout ce que tu m'as enseigné. Je mérite tout ce qui va m'arriver. » C'était peut-être la première chose honnête qu'il ait dite en moi. Le juge, M. Bertrand, était un homme dans la soixantaine avec la gravité que seules des décennies de voir les pires aspects de la nature humaine peuvent apporter. « Monsieur Moreau, dit-il à Alexandre, vous avez commis une des plus profondes trahisons qu'il soit possible d'imaginer. Vous avez exploité l'amour et la confiance de votre père pour votre propre gain. Et en faisant cela, vous avez mis en danger les moyens de subsistance de centaines de personnes innocentes. » Il condamna Alexandre à 10 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 7 ans. Le procès de Sophia fut plus court, mais aussi dévastateur. Sa stratégie de défense était de se présenter comme la sœur cadette influençable qui avait simplement suivi l'exemple de son frère aîné. Mais les preuves montraient qu'elle avait été une participante enthousiaste, proposant souvent des méthodes plus créatives pour détourner les fonds de l'entreprise et manipuler les employés. Elle reçut 8 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 6 ans. Pierre, comme l'avocat de confiance qui avait violé ses devoirs professionnels de la manière la plus flagrante, reçut la peine la plus sévère. 12 ans sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Il fut également radié du bar à vie. Mais même avec mes enfants et leurs complices en prison, ma vengeance n'était pas complète. La 6e et dernière phase impliquait de m'assurer que les leçons de leur trahison survivraient bien au-delà de ma propre vie. Je créai la Fondation Vincent Moreau pour l'intégrité d'entreprise, financée par une partie substantielle de ma fortune personnelle. La mission de la Fondation était de prévenir le type de fraude familiale que mes enfants avaient tenté, en fournissant des ressources éducatives, un soutien légal et des services de conseil aux familles confrontées à des situations similaires. La Fondation offrait également des bourses aux étudiants en éthique des affaires et finançait la recherche sur la prévention de la fraude d'entreprise. En essence, je transformais la trahison de mes enfants en une force pour le bien dans le monde des affaires. Mais l'aspect le plus personnel de la Fondation était son programme de mentorat. Je commençais à travailler avec de jeunes entrepreneurs qui avaient été trahis par des partenaires familiaux, leur enseignant les techniques d'investigation et de protection que j'avais apprises pendant ma carrière de renseignement. La confiance, leur disais-je, est précieuse précisément parce qu'elle peut être brisée. Mais une fois que vous savez comment détecter la tromperie, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'étiez quand vous étiez naïf. 5 ans après les procès, je reçus une visite inattendue. C'était Marie Dubois, maintenant directrice générale de Moreau Technologies, sous la nouvelle structure coopérative. L'entreprise avait prospéré au-delà de mes rêves les plus fous, atteignant une valorisation de plus de 50 millions d'euros. « Vincent, dit-elle, j'ai des nouvelles. Alexandre et Sophia sortent en liberté conditionnelle le mois prochain. » J'avais suivi leur progrès en prison à travers les rapports officiels. Alexandre avait utilisé son temps pour obtenir un diplôme de travail social, prétendument pour aider d'autres personnes qui avaient fait de mauvais choix. Sophia avait travaillé dans la bibliothèque de la prison et avait écrit un livre sur les dangers de l'avidité d'entreprise. Ils avaient tous les deux exprimé un remords public et avaient participé à des programmes de réhabilitation. Selon tous les comptes rendus, ils étaient les candidats modèles pour la libération conditionnelle. « Vont-ils essayer de te contacter ?» demanda Marie. « Probablement, » répondis-je. « Et quand ils le feront, j'aurai une dernière leçon à leur enseigner. » La lettre arriva 2 semaines après leur libération. Elle était d'Alexandre, écrite sur du papier simple avec l'écriture soignée de quelqu'un qui avait eu beaucoup de temps pour réfléchir. « Cher papa, » commençait-elle, « je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit de toi, mais je me demandais si nous pourrions nous rencontrer. Sophia et moi avons beaucoup appris sur nous-mêmes au cours des 6 dernières années et nous aimerions avoir la chance de nous excuser en personne. J'acceptais de les rencontrer, mais pas dans un endroit de leur choix. Je choisis la salle de conférence de Moreau Technologies, entourée par les preuves de ce que l'entreprise était devenue en leur absence. Ils arrivèrent ensemble un mardi après-midi, tous deux vêtus de vêtements simples et modestes. Alexandre portait un costume bon marché qui avait connu des jours meilleurs. Sophia avait coupé ses cheveux courts et ne portait pas de maquillage. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient maintenant, des criminels condamnés, essayant de reconstruire leur vie. « Papa, » dit Alexandre, quand ils s'assirent, « nous voulons d'abord dire que nous comprenons si tu ne peux jamais nous pardonner. Ce que nous avons fait était impardonnable. Nous avons passé chaque jour des 6 dernières années à réfléchir sur nos actions, et nous réalisons maintenant que nous n'avons pas seulement trahi ta confiance, nous avons trahi tout ce que tu nous as appris sur l'intégrité et l'honneur.
Je les écoutais pendant 1 heure, alors qu'ils détaillaient leurs remords, leurs insights de prison et leurs plans pour mener des vies plus éthiques. Leurs mots semblaient sincères, leurs émotions authentiques. Quand ils eurent fini, je parlais. Alexandre, Sophia, je vous crois quand vous dites que vous regrettez vos actions. La prison change les gens, et je peux voir que vous n'êtes plus les mêmes personnes qui ont essayé de me voler. Leurs faces s'illuminèrent d'espoir. Cependant, continuai-je, le pardon et la réconciliation sont 2 choses différentes. Je peux pardonner le mal que vous m'avez fait, mais je ne peux pas faire comme si cela n'était jamais arrivé. Je me levai et marchai vers la fenêtre donnant sur le complexe industriel Moreau Technologies, maintenant élargi avec de nouveaux bâtiments et employant plus de 1000 personnes. « Regardez là-bas, dis-je. Voyez-vous ce que cette entreprise est devenue ? Ces gens travaillent maintenant pour eux-mêmes, pas pour un propriétaire distant. Ils partagent les bénéfices de leur travail. Ils participent aux décisions qui affectent leur vie, et ils ont construit quelque chose de plus précieux que ce que vous aviez jamais planifié de voler. » Je me tournai vers eux. Votre trahison, aussi douloureuse qu'elle ait été, a permis cela. Elle a révélé les failles dans la façon dont j'avais structuré la succession de l'entreprise et m'a forcé à créer quelque chose de meilleur. Alexandre avait les larmes aux yeux. « Alors tu nous détestes pas ?» « Je ne vous déteste pas, dis-je, mais je ne vous fais plus confiance non plus. Et sans confiance, nous ne pouvons avoir de vraies relations. » Sophia parla pour la première fois depuis leurs excuses initiales. « Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour gagner cette confiance ?» J'avais anticipé cette question et préparé ma réponse. « Oui, dis-je, il y a une chose. » Je leur donnai une enveloppe épaisse. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques que j'avais fait préparer. « Ce sont des renonciations complètes et irrévocables à toute réclamation sur ma succession, » expliquai-je. « Si vous signez ces documents, vous renoncez légalement à tout droit d'héritage, maintenant et pour toujours. » Ils fixèrent les papiers choqués. « Si vous voulez vraiment prouver que vous avez changé, continuai-je, prouvez-le en renonçant à l'argent qui vous a poussé à me trahir en premier lieu. » Alexandre fut le premier à parler. « Et si nous signons cela ? Alors, nous pourrons commencer le processus lent de reconstruction d'une relation. Pas parent-enfant peut-être, mais peut-être quelque chose. » Ils demandèrent du temps pour y réfléchir, ce que j'accordai. 1 semaine plus tard, les documents signés furent retournés par courrier, accompagnés d'une note simple. « Merci de nous avoir donné une chance de faire ce qu'il y a de faire. Alexandre et Sophia. » Ce fut le début d'une réconciliation très limitée et prudente. Nous nous rencontrions pour le déjeuner 1 fois par mois, parlions de sujets sûrs comme leurs nouveaux emplois et mes activités caritatives. Lentement, très lentement, nous avons commencé à reconstruire une forme de relation. Mais ils n'étaient plus mes héritiers. Cette partie de ma vengeance était permanente et non négociable. Au lieu de cela, ma fortune irait à la fondation que j'avais créée, à l'entreprise qui était maintenant possédée par ses employés, et à ma nièce, Marie, qui avait prouvé sa loyauté et son intégrité quand celle de mes propres enfants avait échoué. 10 ans après leur trahison originale, Alexandre et Sophia ont tous 2 reconstruit des vies modestes, mais honnêtes. Alexandre travaille comme conseiller pour les personnes sortant de prison, utilisant son expérience pour aider d'autres à éviter les erreurs qu'il a faites. Sophia dirige un petit programme de réhabilitation pour les femmes avec des problèmes de toxicomanie. Ils ne sont pas riches, ils ne sont pas puissants, et ils ne seront jamais considérés comme mes héritiers. Mais ils sont, en leur propre façon limitée, en train de faire quelque chose de bien dans le monde. C'est peut-être la forme la plus profonde de vengeance, les forcer à devenir de meilleures personnes qu'ils n'étaient quand ils m'ont trahi. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde ce que ma vengeance a accompli. Moreau Technologies est plus forte que jamais, dirigée par des gens qui comprennent vraiment la valeur de l'intégrité. Ma fondation a aidé des centaines de familles à éviter les pièges qui ont failli détruire la mienne. Et mes enfants, bien que jamais totalement pardonnés, sont devenus des personnes dont on peut au moins être fier. La vengeance, quand elle est planifiée par quelqu'un avec une formation de renseignement et la patience de jouer un jeu long, peut accomplir bien plus que la simple punition. Elle peut transformer les échecs en triomphe, la trahison en confiance renouvelée, et même les pires instincts humains en opportunités d'amélioration.
Mes enfants avaient pensé qu'ils manipulaient un vieil homme malade et confus. Au lieu de cela, ils avaient déclenché une démonstration magistrale de la façon dont l'expérience, la planification et la patience peuvent triompher de la cupidité et de l'arrogance. Ils avaient voulu hériter de mon empire. Au lieu de cela, ils avaient appris que les vrais héritages ne sont pas mesurés en argent, mais en impact, l'effet durable que vos actions ont sur le monde. Mon héritage n'était plus une entreprise que mes enfants pouvaient voler, c'était devenu un système de valeurs, une démonstration de ce qui est possible quand l'intégrité triomphe de l'avidité, et une leçon sur le fait que parfois, la meilleure vengeance est de transformer vos ennemis en quelque chose de mieux qu'ils n'auraient jamais pu devenir seuls. Mes enfants avaient convaincu l'avocat de famille que j'étais trop malade pour gérer ma fortune de 15 millions d'euros, alors ils avaient changé mon testament sans ma connaissance. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je suis analyste CIA retraité, et que je planifiais leur chute depuis 6 mois. Ce qu'ils découvrirent, au final, c'est que la vraie vengeance d'un espion n'est pas la destruction, mais la transformation. Changer le monde de manière à ce que même vos ennemis finissent par servir un but plus grand qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. C'est l'héritage dont je suis le plus fier. Non pas l'argent qu'ils avaient essayé de voler, mais les vies qu'ils ont été forcés de reconstruire sur une base d'honneur au lieu d'avidité. Parfois, la meilleure vengeance sauve l'âme de ceux qui vous ont blessé le plus.